Dans Donjons et Dragons, le premier mot du jeu est primordial. L'aventure, elle se passe dans les donjons. Mais après quelques labyrinthes ou quelques cavernes, le doute s'installe. C'est un peu répétitif, on fait que combattre, on s'ennuie un peu. Mettre des musiques d'ambiance et des descriptions ultra détaillées ne résoudra pas le problème qui est structurel à la base. Vous utilisez le donjon comme le décor de votre pièce de théâtre collaborative, pas comme un espace de jeu. Le jeu de rôle à l'ancienne et les jeux OSR d'aujourd'hui, ils ont des donjons jouables, et ce pour une bonne raison. Ils utilisent une procédure de donjon, une structure qui transforme ces sites d'aventure en des théâtres d'opérations militaires. Dans cette vidéo, j'ai préparé une petite troupe avec des aventuriers de Old School Essentials, et on va utiliser sa procédure de donjon pour voir comment elle marche en détail, et comment en tirer parti pour avoir des aventures palpitantes dans le donjon. Allez, c'est parti. Donc, on est sur Roll20. Comme vous pouvez le voir, il y a le donjon. J'ai préparé un petit donjon. Là, vous voyez mes petits aventuriers, donc ils sont un peu dans l'ombre, parce qu'en fait, les donjons sont sombres, on a besoin de lumière. Et là, vous voyez un gros monsieur, avec la lumière qui se déplace. C'est en fait un petit symbole pour présenter le groupe en entier. D'accord? Et le groupe en entier, il est dans un certain ordre de marche. J'ai pas les fiches devant les yeux, c'est des versions un peu simplifiées de ces personnages. L'idée, c'est de vous montrer comment Old School Essentials et les jeux de rôle à l'ancienne utilisent les donjons comme des structures de jeu et non pas comme des scènes narratives qu'on a l'habitude de voir dans le jeu de rôle traditionnel. Et c'est cette structure de jeu qui va créer en fait du gameplay intéressant et qui sera pas qui va faire vivre le donjon finalement. Et donc la première chose à regarder dans Old School Essentials, c'est à quelle vitesse se déplace notre compagnie. Et donc notre compagnie, là j'avais marqué 60 pieds ici. Donc 60 pieds, c'est notre vitesse de déplacement parce qu'en fait, on se déplace de la vitesse de la personne la plus lourde. Et la personne la plus lourde, c'est notre guerrier qui est en armure de plate. Donc, en fait, on se cale sur lui parce qu'on va pas le dépasser pour après se faire attaquer par des gobelins. Donc ça veut dire que 60 pieds, si on passe ça en mètres, ça fait environ 18 mètres. 18 mètres, c'est le total de distance que peut arpenter ce groupe en un tour de donjon. Comme pour les combats, dans les jeux de rôle à l'ancienne, l'exploration du donjon se passe en tours. Mais c'est pas des tours aussi straight que dans DnD5. C'est des tours qui sont un peu loose, qui sont un peu abstraits, que le MJ va devoir garder en tête. Il faut bien comprendre dans ces procédures de jeu à l'ancienne, c'est qu'on ne fait pas un jeu de plateau. On ne dit pas, premier tour, je bouge mon pion de 6 cases parce que j'ai 60 pieds. Non, non. On va tenter de visualiser l'espace et le maître du jeu qui, lui, a la carte du donjon, parce que les joueurs n'auront pas la carte, ils n'auront pas le plateau de jeu, eux vont dire j'avance, et à ce moment-là, quand ils disent j'avance, le MJ, lui, regarde combien de cases ça fait et compte dans sa tête si jamais on passe des tours. Et donc la séquence, je vous la montre sur le fameux DRS de Old School Essentials. La séquence du tour, il y a 4 points. Le premier, c'est savoir s'il y a des monstres errants. Est-ce qu'il y a des monstres pendant ce tour? Est-ce qu'ils vont attaquer les PJ? Donc pour ce faire, normalement, on lance monstre errant, vous voyez tout en bas là. On lance le dé tous les 2 tours. Donc le premier tour de jeu, on va pas gérer les monstres errants. Mais on verra ça au deuxième tour. Ensuite, action. Le groupe décide de quoi faire. Se déplacer, fouiller, écouter, entrer dans une pièce. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble. Le groupe va se déplacer, et dans les donjons à l'ancienne, et notamment dans BXD&D, les vieux jeux de rôle, toutes les portes sont de base coincées. C'est pas comme dans ton bureau, tu rentres comme ça, hop, et tu ouvres la porte. Toutes les portes sont coincées. C'est des portes qui sont assez larges, qui font à peu près 2m30, 2m40 de large. Des grosses portes. Et ouais, elles sont coincées parce que le donjon est tellement vieux que les aventuriers doivent un peu forcer les portes. Et dans Old School Essentials, du coup, il y a une mécanique pour forcer les portes. Donc c'est ce qu'ils vont faire pendant ce tour-ci. Ils vont avancer et il y a 2 personnes qui vont se mettre pour tenter de forcer la porte. Et donc forcer la porte, ça dépend du score de force des personnages. Donc, avec mon guerrier, j'ai une chance sur 2 de forcer la porte, donc sur un 1 ou un 3. Et avec le clerc, j'ai une chance sur 3, donc sur un 1 ou un 2. Je vais lancer les dés comme ça. Donc 1, le guerrier a réussi à forcer la porte. La porte va s'ouvrir, probablement aidé par le clerc. Et donc, il voit la pièce. À ce moment-là, c'est la 3e étape du tour d'exploration de la procédure.
l'arbitre, donc le MJ quoi, décrit les conséquences des actions, la porte s'ouvre, il décrit s'il y a des monstres qui sont là dans la pièce, il décrit il décrit finalement ce qu'il y a dans la pièce. Donc là, peut-être qu'ils arrivent dans une grande pièce un peu vide, de cette espèce de temple, en pierre, etc., etc. S'il y a des trucs intéressants, évidemment, s'il y a une statue, le MJ dit vous faites face à cette statue en forme de serpent, etc., etc. Et le jeu va continuer. C'est-à-dire que les joueurs vont dire ah bah oui, la statue de serpent, moi je vais l'ausculter, etc., etc. Donc, le MJ va dire ok, ils vont ausculter, donc c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer dans cette pièce. Admettons, ils vont se mettre là. Donc, c'est le deuxième tour déjà. Ok? Donc, on a passé un tour à se déplacer et ouvrir une porte. Le reste du mouvement, vous le comptez pas, peu importe. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que les autres actions qu'ils vont le faire, ça sera dans le deuxième tour. Et dans le deuxième tour, on a vu précédemment que c'est un tour de monstre errant. Donc il prend son D6, il a une chance sur 6 d'avoir des monstres errants. Je lance, j'ai fait 2, donc 2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monstre. Mais vous avez vu, comme moi, parce que vous avez ma vision de MJ, des monstres, il y en a à côté. Vous pouvez peut-être donner des signes de monstres qui sont à proximité, ou même, si jamais vous estimez que derrière la porte, on peut entendre les bruits, vous pouvez décrire que dans cette pièce, sur la porte côté gauche, vous entendez des bruits un peu gutturaux, vous entendez que ça se chamaille, etc. Il y a l'air d'avoir des trucs un peu bizarres derrière cette porte. Du coup, les joueurs vont se dire c'est bizarre ça. Ils vont se dire peut-être que s'il y a des monstres, il y a des trésors. Ce ne sera pas toujours le cas, mais la plupart du temps, les trésors sont protégés par des monstres. Donc c'est logique. Donc ils vont aller, pendant leur deuxième tour, peut-être qu'ils vont se dispatcher, et à ce moment-là, le voleur, lui, ira écouter aux portes, peut-être que le mage aussi. L'archer reste un peu à distance, le clerc et le guerrier, eux, vont aller regarder la statue. Ils investiguent la pièce comme si c'était un peu une unité d'élite, une troupe SWAT, quoi, et ils recueillent des informations en faisant le moins de bruit possible. Ça, c'est très important. Là, c'est la phase de captation d'intelligence, d'information. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a entendu ces bruits bizarres? Pendant que le guerrier et le clerc regardent la statue, le voleur et le mage, eux, sont en train de jouer à Host Essentials. Ils sont en train d'utiliser les règles du jeu pour pouvoir écouter aux portes. Et écouter aux portes, c'est une chance sur 6. Pour le voleur, c'est 2 chances sur 6 d'avoir une information intéressante. Donc ils avaient entendu les bruits, mais en fait on lance le dé pour savoir s'ils entendent quelque chose de clair et net qui va leur permettre d'avoir une information utile. Donc je lance mes 2 dés en même temps. Le dé qui est à ma gauche, ce sera le dé du voleur. Donc le voleur a fait 2, le mage il a fait 4. Donc le voleur, lui, entend des trucs. Et il entend plusieurs créatures. Il dit que ça parle dans un langage qu'il comprend pas. Le voleur ne comprend pas le gobelin, mais il dit il y a plusieurs créatures. J'ai l'impression qu'elles se chamaillent entre elles. Je dirais à vue de nez, le MJ peut lui dire à vue de nez, t'en comptes au moins 4, peut-être 6, t'es pas sûr. En tout cas, il y a du monde derrière, et puis ça devrait être de taille équivalente à votre groupe. Et là, le voleur, il se dit ah, il y a des monstres derrière. On revient aux guerriers et aux clercs. Qu'est-ce que vous faites? Eux, ils auscultent la statue. La statue, peut-être qu'elle a des détails que le MJ va décrire de manière plus détaillée maintenant qu'ils sont devant la statue. Le guerrier peut regarder derrière la statue, voir s'il y a un trésor. Il peut regarder la forme de la statue. Oui, c'est un serpent, les écailles sont bien déterminées, etc. On ne fait pas des jets de perception pour tout dans le jeu de rôle à l'ancienne. On va aussi se focaliser sur les éléments que les joueurs décident d'ausculter. Et par la parole, par le fameux player skill, on va découvrir le monde pour voir s'il y a des choses. Et là, par exemple, derrière cette statue, dans le creux du serpent, le clerc et le guerrier trouvent une gemme. À ce moment-là, du coup, le guerrier tente d'utiliser son épée pour faire tomber la gemme de la statue et la ramasser. Et par chance, il ne s'est rien passé. Tout n'est pas piégé non plus. Être juste intelligent, savoir poser les bonnes questions, va permettre aux joueurs de gagner des trésors. Donc il prend sa gemme, et dans OSE, récupérer les trésors en étant intelligent comme ça, permet de gagner de l'argent, et gagner de l'argent, c'est gagner de l'XP. Donc c'est très important. Si jamais ces contenus vous parlent, vous donnent envie de jouer à du JDR et plus simplement faire du théâtre d'improvisation, si jamais vous voulez utiliser des procédures de jeu, tester le JDR Old School, c'est le genre de contenu que vous aurez sur cette chaîne, en plus de plein de petites mécaniques intéressantes. N'hésitez pas à liker, à commenter.
et à vous abonner. Vous êtes un rôliste sur 2 à regarder cette chaîne et vous n'êtes pas abonné. C'est pas possible ça les amis. Allez, on s'abonne, on clique. Mais revenons à nos moutons. Le mage et le voleur ont entendu du bruit. Ils font signe aux guerriers et aux clercs ah, attention, il y a des gobelins, etc. Ils essayent de chuchoter pour pas attirer l'attention des gobelins. Le guerrier est quand même en armure de plate. Ça bouge, ça fait clang, clang, clang. En tant que MJ, c'est là où vous allez devoir faire ce qu'on appelle un ruling en anglais, faire un arbitrage. Est-ce que les gobelins, eux, entendent lors de leur chamaillerie si jamais les aventuriers bougent dans la pièce d'à côté? C'est là où le D6 va vous aider. Vous pouvez faire un arbitrage en laissant le dé décider à votre place. Vous pouvez dire, ok, bah, en armure de plate, ouais, il y a probablement de chance, vraiment 2 chances sur 6 que les gobelins entendent. Même si les aventuriers sont plutôt précautionneux. Je lance mon dé, et en vrai, j'ai fait 3. Donc pour l'instant, le plan DPJ fonctionne. Les gobelins continuent de se chamailler entre eux, on ne sait pas ce qui se passe, et les joueurs se repositionnent. Donc on a passé le 2e tour à écouter à la porte, regarder la statue, etc. 3e tour, ça va être un tour de positionnement pour les aventuriers. Le guerrier, lui, est placé devant la porte, le clerc aussi, que les portes sont larges, comme je vous l'avais dit, et derrière, il y a l'archer qui est prêt à tirer sur les gobelins si jamais il décide de sortir de la porte. Peut-être que le mage est un peu plus loin. Donc ça, c'est une phase de positionnement. Et les joueurs vont vous dire, voilà, je me positionne plutôt au centre de la pièce, je me positionne si jamais ils ont eu le temps de créer la carte, parce qu'ils auraient très bien pu prendre un tour pour avoir des dimensions précises de la carte. Et à ce moment-là, le MJ aurait bien dit, vous entrez dans une salle rectangulaire qui fait 3 cases de haut sur 5 cases de large, vous entrez par le milieu, il y a un couloir à droite, il y a une porte à gauche. Tout ça, c'est nécessaire, en fait, ces informations, bien qu'un peu rébarbatives, sont nécessaires pour comprendre dans quel environnement les aventuriers évoluent, et comprendre leur environnement, c'est pouvoir mettre en place une stratégie. Stratégie égale jeu, jeu égale on s'ennuie pas. Même si, en effet, il y a moins de place pour faire des voix rigolotes, il y a moins de place pour parler de la backstory du magicien, etc., etc. Mais en utilisant cette procédure, vous allez voir que ces phases de jeu reprennent tout leur sens. On a envie d'explorer les donjons et d'aller gagner de l'XP et du loot. Et en vrai, il y a un choix. Est-ce qu'ils vont défoncer la porte pour engager le combat? Ou est-ce qu'ils vont simplement toquer à la porte? Personne n'a l'air de comprendre le gobelin dans ce groupe. Et quelle va être leur approche? Le groupe roleplay entre lui. Il dit, est-ce qu'on attaque? Non, ce sont des gobelins, il faut les exterminer jusqu'au dernier. Oui, mais ils nous ont rien fait. Oui, mais ils ont peut-être le trésor, ils ont peut-être la fille du forgeron qui a été capturée. Les joueurs vont décider du coup de forcer la porte pendant ce 3e tour. Et donc, encore une fois, je prends mes 2 dés. Celui de gauche, ça sera pour le guerrier, celui de droite pour le clerc. Est-ce qu'ils vont réussir à forcer la porte? Blam! J'ai fait double 6. Les 2 ont raté. Ils s'éclatent contre la porte. Bam! Les gros coups d'armure, etc. Et derrière, ça fait du bruit. Là, c'est sûr et certain, les gobelins savent qu'il se passe un truc. Du coup, les gobelins font « Oula, chelou », ils vont se reculer. Donc vous, en tant que MJ, vous dites « Oulala, les gobelins savent ce qui se passe, ils vont tenter de leur tendre un piège. » Le combat dans le jeu OSR, c'est la guerre, c'est pas un sport. Et du coup, les gobelins vont se mettre de sorte à attirer les aventuriers dans un piège. Mais par contre, ça va être le 4e tour. Et lors du 4e tour, là, il y a un jet de monstre errant. Donc je le lance. J'ai fait 4, il n'y a pas de monstre errant. Et le jeu continue. Le clerc est en mode guerrier, qu'est-ce que vous faites? Et du coup, il dit, ah, cette porte est résistante. Et à ce moment-là, le groupe peut se dire, on a raté l'effet de surprise. Et si on a raté l'effet de surprise, est-ce que ça vaut bien le coup de continuer? Derrière, ils entendent que les gobelins ne font plus aucun bruit. Ils sont préparés. Et du coup, eh ben, ils décident de... Le groupe va décider. Allez, vous savez quoi, on le fait un peu en solo play. 1, 2, 3, ils continuent de taper la porte. 4, 5, 6, ils changent d'endroit. J'ai fait 6, ils vont abandonner, ils vont se dire non, là on est grillé, part de l'autre côté. Donc là, le groupe, je l'ai repaqué pour qu'ils se mettent bien dans l'ordre de marche qu'on avait établi un peu plus tôt. Et le groupe va continuer, et donc je l'ai replacé un peu, voilà, au jugé, hein.
Encore une fois, la procédure de donjon et l'exploration de donjon, c'est pas une science exacte. Vous avez le droit de faire des approximations, c'est dans vos têtes. Vous ne dites jamais, posez-vous sur la case, on joue pas à HeroQuest, on fait un jeu de rôle. Donc vous avez le droit de faire des petits arbitrages et de dire que le groupe se regroupe à peu près au centre de la pièce, etc. Et à partir de là, vous comptez, ils disent, ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? On avait vu qu'il y avait un couloir sur le côté, on va se déplacer. Et du coup, ils se déplacent de 60 pieds, donc environ 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous pouvez décrire qu'en fait, après 3 cases, donc après 9 mètres, le couloir bifurque vers le nord, mais vous voyez dans le coin, dans ce virage, une espèce de tache noire un peu mélasse, coagulée, qui sent un peu le fer, qui interrompt votre route. Qu'est-ce que vous faites? Leur tour de déplacement n'est pas vraiment fini. Ils ont le choix de passer ou d'ausculter le passage. Et il ferait bien de sculpter. Une grosse trace noire comme ça, quelqu'un peut dire « Ah, c'est du sang, qu'est-ce qui a été écrasé ici ?» Et ausculter, c'est pas un jet de perception. Le voleur va s'avancer, le reste du groupe recule, et le voleur va venir regarder, il va venir sentir, il va regarder un peu en détail peut-être le dallage du sol. Il va me poser des questions. Il dit est-ce que là, sur cette espèce de zone un peu crade là, est-ce que j'ai l'impression que les dalles sont un peu plus basses, un peu plus hautes? Qu'est-ce que je remarque dans cette partie-là du donjon? Avant même de lancer les dés, le MJ peut répondre honnêtement. Il dit bah là, dans cette partie du donjon, tu vois que les dalles sont un peu plus basses et surtout elles sont craquelées. T'as l'impression qu'il y a eu un gros poids plusieurs fois qui a martelé et cassé un bout de ce dallage dans ce couloir. Et là, le joueur qui joue le voleur peut en tirer une conclusion, se retourner derrière son groupe et dit « Les gars, je crois qu'il y a un piège. » Et alors, du coup, le voleur dit « Ok, je regarde les autres dalles, lesquelles sont cassées, lesquelles sont pas cassées. Est-ce qu'on peut passer à côté sans activer le donjon ?» Et le MJ répond « Probablement. » En fait, l'intention, quand on essaye de passer un piège de manière intelligente et de faire un arbitrage, l'intention suffit pour, on va dire, donner le bénéfice du doute aux aventuriers. Les aventuriers sont plutôt des aventuriers qui savent ce qu'ils font, ils voient la réalité du monde devant eux. À partir du moment où le voleur dit « je regarde, histoire de ne pas mettre mes pieds là où je pense qu'il y a eu la dalle », le MJ doit dire « ok, j'essaye d'être impartial, donc vous pouvez suivre les pas du voleur et clairement vous passez cet endroit un peu sinueux qui avait l'air d'être piégé. » Si jamais les joueurs n'ont pas beaucoup confiance dans le MJ, peut-être qu'on ne se connaît pas assez, peut-être que c'est une partie de convention et du coup vous ne savez pas avec qui vous avez affaire, l'équipement dans votre besace va tout changer. Le voleur peut regarder le mage et il dit donne-moi ta perche de 3 mètres. Et à ce moment-là, le mage lui donne, il se recule et du coup le voleur prend la perche, le pose là où il pense qu'il y a un piège et pousse de tout son corps pour pouvoir faire l'équivalent d'un poids humain sur cette dalle. Et à ce moment-là, le donjon répond. Et c'est là où c'est intéressant. C'est qu'au Player Skill, vous avez vu, on n'avait pas lancé les dés. Mais quand on force le MJ à lancer les dés, ça ne nous dit pas grand-chose non plus. Dans Old School Essentials, je vais retrouver la règle, chance de déclenchement. À chaque fois qu'un PJ accomplit une action pour déclencher un piège, il y a 2 chances sur 6 que celui-ci se déclenche. Les donjons, ils sont vieux, ils sont décrépits, ils marchent plus très bien. Donc en fait, les joueurs auraient pu très bien passer et s'en fichent totalement. On aurait lancé 2d6 par personnage qui marche sur cette dalle, et peut-être que le piège ne serait même pas activé. Sauf que là, le voleur fait exprès de déclencher le piège, donc on va lancer 2d6. J'ai fait 3. Et en fait, il pousse comme ça, il teste plusieurs fois, et bien peut-être que 3, allez, on va leur confirmer. 3, il a tenté d'activer plusieurs fois le piège. Finalement, il entend ce cloum, 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 il retire la perche de 3 mètres, et à ce moment-là, boum, un gros bloc de pierre écrase le dallage devant eux et fait un boucan pas possible. Si jamais ils étaient passés dans ce couloir et que le piège s'est activé, ils seraient morts instantanément. Mais ce boucan, c'est aussi un signal. Rappelez-vous les gobelins. Les gobelins ouvrent la porte et à ce moment-là, les flèches commencent à fuser dans la direction des aventuriers. Et donc là, en fait, au 5e tour, il y a tout qui se passe en même temps. Les gobelins
lance une attaque, et du coup, ils peuvent attaquer, parce que la porte est ouverte. Donc vous, en tant que MJ, vous êtes en fait un stratège aussi, vous avez plein d'armées à faire bouger dans le donjon. Et donc, vu que la flèche a été lancée derrière, ça va surprendre les PJ, et du coup, on va lancer un D6 pour savoir si elles sont surpris. Les PJ ont 2 chances sur 6 d'être surpris. Donc, vu que les gobelins décident d'attaquer, ce 5e tour qu'on va marquer là, c'est un tour de rencontre qui a été initié non pas par les joueurs, mais par les monstres, en réaction à ce qui s'est passé dans le donjon de manière un peu émergente. Donc ce tour-ci, ça va être un tour de rencontre, et ça a été instauré par ce tir de flèche, qui va peut-être toucher un PJ, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ce tour de rencontre commence aussi par la procédure de rencontre. La procédure de rencontre, ça commence par la surprise. Et on va déterminer qui est surpris. Donc les gobelins, c'est eux qui ont lancé l'attaque, ils ne sont pas surpris, mais est-ce que les joueurs, eux, sont surpris? Je lance un dé, regardez, c'est ici, le camp est surpris sur un résultat de 1 ou 2. Le groupe des aventuriers a fait 4, donc il n'est pas surpris. Donc il n'est pas surpris, ça veut dire que derrière, l'archer a peut-être entendu la porte s'ouvrir, et il dit « Derrière nous !» Et à ce moment-là, la flèche fuse dans leur direction. Fiou. Je vais quand même lancer mon D20 pour voir si les gobelins ont touché quelqu'un. Ils tirent un peu au pif, donc ça va être une chance sur 2, soit c'est le voleur, soit c'est l'archer. Donc 1, 2, 3 c'est le voleur, 4, 5, 6 c'est l'archer. Donc 5, ça va être le fameux archer qui dit « Attention !» Vous voyez qu'il a une classe d'armure de 13, la petite bulle bleue dans Roll20. Mes gobelins, ils sont pas très forts, ils ont plus 0. J'ai fait 6, donc la flèche part et ricoche contre le mur, contre le gros piège là, et du coup c'est un tour de fight. On va se fighter les gars. Donc là on est sur une phase de combat, et dans la phase de combat, du coup distance de rencontre, bon là c'est un peu naturel, les gobelins se sont déplacés, alors si jamais les MJ veulent être ultra tatillons sur ça, les gobelins peuvent se déplacer aussi de leur vitesse de déplacement par tour, hein. C'est marqué dans OSE, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir gérer avec précision les déplacements de vos monstres, enfin comme dans DnD5, hein, voilà. Et ensuite, on lance l'initiative, on fait les actions, et après il y a la conclusion. Donc une chose qui est assez intéressante en général, c'est pouvoir déclarer ses actions avant l'initiative. Comme ça va plus vite. Donc moi, je leur dis, les gobelins vont continuer d'attaquer. Là, vous êtes un peu coincés, là, on va mettre ce piège d'ailleurs. Hop, là il y a le gros piège. Vous êtes acculés, donc les gobelins vont vous cribler de flèches, hein. Le guerrier va dire ok, non, nous, le clerc et moi, on va foncer au combat pour tenter de réduire l'armée des gobelins pour pouvoir protéger l'arrière-garde. Le voleur dit moi je vais lancer une dague, et l'archer va dire je vais lancer une flèche, et le mage lui dit je vais me mettre derrière parce que c'est moi qui ai la lumière, et surtout vu que je vois pas les ennemis, je peux pas lancer de sort. Et à ce moment-là, on lance l'initiative. Et alors l'initiative, chaque camp lance un D6, donc des deux gauche ça sera mes gobelins, des deux droite ça sera mes aventuriers, qui va pouvoir commencer à jouer en premier. Mes gobelins ont fait 5, mes aventuriers ont fait 6, donc c'est aux aventuriers de commencer. Donc d'abord il y a les déplacements, et donc à ce moment-là, donc le guerrier va pouvoir se déplacer de, je crois, de 20, on divise par 3 là, 60, donc ça fait 20 feet, donc il peut se déplacer jusqu'à là à peu près. Ça fait pas beaucoup, mais bon, au moins il est en première ligne. Le clerc, lui, à peu près similaire, et bon, on va le mettre là. Le mage va tenter ici d'allumer le reste du troupeau. L'archer est derrière, mais voilà, pour l'instant, il ne voit pas encore les monstres. Donc le premier tour, c'est un peu confus. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez autoriser, du coup, les joueurs à dire on se place et on attend que les monstres arrivent. Et vu qu'on attend que les monstres arrivent, ils auront l'initiative au moment où il y aura un clash entre les monstres. Donc là, ça va être à mes gobelins de jouer, parce que du coup, ils ont bougé, mais du coup, ils ne voient pas les trucs. Et donc là, les gobelins vont bouger. Mais alors, les gobelins vont bouger, sauf eux. Eux, ce sont des archers. Ils vont en fait attaquer le groupe. Mais au moment où ils bougent, moi, j'avais décidé qu'il y avait un archer qui tirait et un voleur qui lançait sa dague. Donc, à ce moment-là, quand les gobelins sont à mi-distance, j'autorise mes joueurs à faire leur jet d'attaque. Et donc, l'archer, là, comme ça, il a un +1.
Il a fait 9 plus 1, 10. Eux, ils ont une armure de 13, donc il tire sa flèche. Pfiou, la flèche part derrière. Le voleur, lui, lance une de ses dagues dans un des gobelins. Peut-être le gobelin qui est juste en face de lui. Il l'envoie par-dessus le mage et le clerc. Il a fait un 12 plus 1, ça fait 13. Et à ce moment-là, ça fait ses dégâts. Il lance son dégâts. Il a fait 4 points de dégâts. Sauf que le gobelin a 1 point de vie. Il est décédé. Et ça, c'était pendant le tour des gobelins. Parce qu'en fait, en réaction, vous avez le droit aussi de pouvoir profiter de vos actions. Mais bon, les gobelins finissent leur action. Et ils vont attaquer les créatures qu'ils voient. Le gobelin du haut attaque le clerc. Un 14, mais le clerc a une armure de 16, donc la dague du gobelin rappe contre l'armure du clerc. Et les deux gobelins en dessous attaquent le guerrier. 8, ça va pas passer. Et 9, ça va pas passer non plus. Les archers disent « Ah bah ouais, mais en fait, il y a des gobelins en mêlée. Si jamais je les attaque, je vais tirer dans mes potes. Il y a déjà quelqu'un qui est mort. » Ils décident de pas attaquer. À la fin du round, ce qui est très intéressant, c'est quand il y a eu la première mort du côté des PNJ, l'arbitre fait un test de morale. Et le moral, c'est 2 dés à 6 faces qu'on va devoir comparer au score de morale des créatures. Donc les gobelins, j'avais noté, ils ont un moral de 7. On va lancer 2d6. Si jamais ça fait 8 ou plus, les gobelins abdiquent. Ils ont eu un mort de leur côté. Du coup, ils arrêtent de combattre et ils veulent survivre eux aussi. On lance les dés. Ils ont fait 11. Ils ont fait 11. Les gobelins abdiquent. Les gobelins abdiquent. Au moment où il y a un mort de leur côté et que les attaques n'ont pas du tout marché, les gobelins jettent les armes. Eux se recroquevillent ici cachés. Et les autres jettent leurs armes voyant ils ont été outmatched par les guerriers. Et du coup, ils vont pour reculer. Et ils sont prostrés en mode pardon, pardon en essayant de ne pas être aveuglés par la lueur des torches. Ce combat est terminé. Les gobelins ne vont pas relancer un combat en ayant fait juste mine d'abandonner. À partir du moment où leur morale est brisée, les gobelins deviennent, entre guillemets, résolus. Et à ce moment-là, on peut engager une phase de roleplay. C'est le 6e tour. Et lors de ce 6e tour, le clerc remarque... pardon, la magicienne remarque que sa torche est un peu vacillante. Les torches durent 1 heure. Et c'est en fait une mesure aussi de la progression de votre aventure dans le donjon. Vous allez devoir emporter des torches pour pouvoir explorer plus longtemps. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans le noir, vous êtes à la merci des monstres. Mais là, pendant ce tour-ci, évidemment, ça va être un tour de roleplay où le groupe va décider ce qu'ils font des monstres. Peut-être qu'il y a le voleur qui est chaotique dans le lot, qui essaye de leur expliquer, de leur dire hey, Pesetas, vous avez. Et les gobelins, ils font ah oui, oui, venez, venez, épargnez-nous en gobelin, quoi. Et ils vont les mener à leur trésor. Et à ce moment-là, je dirais que vous pouvez regarder un peu la configuration du donjon. Vous voyez qu'il y a environ 60 pieds. Donc, en un seul tour, les gobelins peuvent très lentement amener les aventuriers à leur salle, leur donner un bout du trésor. Pas tout, les gobelins vont supplier en mode « Non, gardez pour nous, gardez pour nous !» Les PJ verront ce qu'ils en font. Peut-être qu'ils vont achever les gobelins, on ne sait pas. Mais on peut dire en tout cas qu'ils avancent peut-être dans la salle du donjon, et du coup ils découvrent le trésor, etc. Et ça, ils parlent aux gobelins, peut-être que les gobelins disent « Plus haut, hobgoblin, chef, nous, esclaves de lui !» Et à ce moment-là, les joueurs peuvent comprendre les différentes factions qu'il y a dans le donjon, et mieux comprendre ce qui se passe, le mystère de ce truc-là. Et peut-être quand les fameux aventuriers parlent, oui, mais la fille du forgeron, il dit, oh, fille, blonde, oui, fille, plus loin, hobgoblin. Et à ce moment-là, ils ont des informations intéressantes. Et de leur avoir laissé la vie sauve, et peut-être de leur dire, nous combattre hobgoblin, les gobelins dire, hobgoblin tyrannique, quittez-nous. Et ben, c'est peut-être le début d'une alliance. Qui sait? Peut-être que les gobelins vont, en voyant les PJ ayant épargné l'un des leurs, s'allier temporairement, hein, parce que voilà, ça reste quand même des monstres.
s'allier temporairement pour aider les aventuriers à accomplir leur objectif. Et tout ça se fait en suivant une procédure, comme vous avez pu le voir, faire un déplacement, faire des actions, lancer des dés pour ouvrir des portes, voir s'il y a des pièges, lancer des combats, les combats prennent un tour aussi, où dedans il y a plusieurs rounds, faire du jet de morale, voir comment le monde réagit à nos actions, et quand les 6 tours de torche sont passés et qu'on reste dans le donjon, on rallume une torche, et c'est rebelote pour 6 tours de donjon. Donc la procédure de donjon, on l'a vu, c'est une structure qui va en fait guider votre façon de décrire les choses, votre manière de modéliser votre donjon et de le rendre vivant. Bien sûr, le jeu de rôle est intéressant dans les creux. Donc en plus de ça, je vous fais confiance. Mettez des factions intéressantes. Mettez des super bonnes idées de statuts, de malédictions, de PNJ intéressants. Mettez des musiques d'ambiance si ça vous plaît. Et surtout, si jamais les jeux qui vous intéressent sont des jeux récents, utilisez ces procédures et intégrez-les à votre D&D 5. D'ailleurs, dans D&D 5, la version de 2014, les tours d'exploration de donjons prenaient bien 10 minutes. C'était un des artefacts qui étaient restés des anciennes éditions, mais qui ont finalement fini par disparaître, parce qu'en fait, les gens ne les jouent plus comme ça. Et je pense qu'on y perd en général. J'ai plusieurs vidéos sur le contenu old school pour faire du D&D à l'ancienne, notamment une pour créer son personnage que je t'envoie ici. Et en général, sur la chaîne, tu trouveras plein de contenus intéressants. On se retrouve là-bas.